à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Le programme de votre émission ce soir, notre grand débat autour du vivre ensemble, un concept décidément compliqué à mettre en œuvre et qui revient souvent dans l'actualité parce que certains le mettent en danger. C'est le cas d'un rappeur dont la chanson Pendez les Blancs provoque un tollé. Les communautarismes nous empêchent-ils de vivre ensemble? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera deux spécialistes en communication, Marie-Virginie Klein à Arnaud Benedetti. Nous reviendrons sur l'homme du jour, celui qui monte au front, qui est en première ligne ces derniers jours, c'est Édouard Philippe. Une séquence pédagogie à haut risque vu le contexte, nous en discuterons avec nos spécialistes. Et puis l'actualité, ce sont aussi ces nouvelles accusations contre Emmanuel Macron. Selon le Canard enchaîné et Le Monde, il s'intéresserait de près à la nomination du futur procureur de la République de Paris. D'un peu trop près, peut-être. Avec nous pour en parler ce soir, Bertrand Mathieu, professeur de droit constitutionnel. Il nous donnera son avis. D'abord, les faits avec Jérôme Rabier. Nommé en 2011, François Molins quittera prochainement le poste de procureur de Paris. Et la succession de celui que les Français ont découvert par ses prises de parole au moment d'attaques terroristes n'est pas sans poser problème. Le Canard enchaîné révèle qu'Emmanuel Macron a rejeté les candidatures de 3 magistrats qui avaient pourtant été proposés par la chancellerie sous l'autorité de Nicole Belloubet. Le fait du prince pour l'opposition. On a l'habitude déjà depuis quelque temps de voir que sur un certain nombre de nominations, il a désigné ou nommé des personnalités proches de lui, comme s'il y avait nécessité d'avoir des camarades ou des amis très proches à ces nominations. Oui, on le voit, c'est une constante, semble-t-il, depuis qu'il est président de la République. Après la nomination de Philippe Besson, un proche au poste de consul de Los Angeles, et l'intervention de Nicole Belloubet sur l'audition d'Alexandre Benalla par le Sénat, c'est une ingérence dans le fonctionnement de la justice, dénonce sur Twitter la sénatrice écologiste Esther Benbassa. Emmanuel Macron avait pourtant prévenu en janvier qu'il considérait normale l'autorité du ministère de la Justice sur les magistrats du parquet, tout en vantant l'indépendance des procédures. Je crois donc profondément que le parquet à la française se doit d'être rattaché par ses fonctions même au garde des Sceaux, mais que notre travail est d'assurer plus fermement, plus clairement son indépendance. Pour ce qui est de la nomination, je souhaite en effet que nous puissions apporter des garanties supplémentaires. Pour justifier un nouvel appel à candidature, la garde des Sceaux a évoqué la création d'un parquet national antiterroriste qui sera séparé du parquet de Paris, compétent jusque-là en la matière. Mais cela n'empêchera pas les opposants de scruter avec attention le profil du futur magistrat nommé à ce poste. Et on va aller plus loin dans l'entretien. Avec nous ce soir, Bertrand Mathieu. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, professeur de droit constitutionnel à Panthéon-Sorbonne et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature. Emmanuel Macron, accusé de se mêler un peu, voire beaucoup, de la nomination du successeur de François Molins. Est-ce qu'il y a, selon vous, une atteinte à la séparation des pouvoirs? Est-ce que ça pose un problème? Écoutez, je ne crois pas qu'au fond, ça pose un problème. Je crois qu'il faut d'abord partir du rôle du parquet. Et comme l'a dit le président de la République, mais c'est une simple vérité constitutionnelle, le parquet a pour rôle de mettre en œuvre la politique pénale décidée par le gouvernement. Et c'est ce qui explique, ce qui est souvent mal compris, ce lien hiérarchique entre le parquet, enfin entre le gouvernement et le parquet. À partir de là, si on admet ce lien hiérarchique qui résulte de la Constitution, il est évident que le gouvernement ou le président de la République, les deux d'une certaine manière, vont avoir à intervenir dans la nomination des membres du parquet. C'est pourquoi il est prévu par la Constitution, les lois organiques, que les procureurs sont nommés par décret du président de la République et que le choix est opéré par un accord en général entre le président de la République et le garde des Sceaux. Donc lorsque le Conseil supérieur de la magistrature dit aujourd'hui que le politique cherche à reprendre la main sur la justice, il a tort. Le problème n'est pas de savoir qu'il a tort. En tout cas, ce choix, le fait que le président de la République se mêle d'une telle nomination ne me paraît pas en soi choquant. C'est probablement la forme qu'il est, comme souvent. Lorsque M. Molins, puisqu'on parle de lui, a été nommé, il y a eu énormément de critiques puisque M. Molins avait été directeur de cabinet du garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy. Et en fait, il s'est avéré que M. Molins a été, je crois que c'est reconnu de manière générale, un procureur de Paris absolument indépendant. Toute l'ambiguïté du parquet, c'est que c'est l'interface en fait entre le politique et le juge. C'est un magistrat indépendant, mais
c'est celui qui est en charge de mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement. Et c'est là toute l'ambiguïté qui est très mal comprise, je le reconnais. Et quoi qu'il arrive, cette polémique ne va-t-elle pas discréditer le futur procureur de la République de Paris? Est-ce qu'on ne va pas le soupçonner d'être au service de l'Élysée? Et je rappelle que c'est a priori un procureur qui devra gérer des cas comme celui de Benalla ou d'Alexis Collère. Alors, j'allais dire, ce qui est incontestablement peut-être maladroit, c'est la manière dont les choses sont conduites, dont l'affaire est conduite. On annonce dans la presse qu'il va y avoir des noms, puis finalement on dit qu'ils ne plaisent pas au président de la République. Je pense, sans être Donc juste une mauvaise communication? Je pense, sans être dans le secret des dieux, que les présidents de la République antérieurs se sont mêlés de la nomination. Et je pense par exemple au procureur financier qui est intervenu dans l'affaire de François Fillon pour l'élection présidentielle. Là aussi, il y a une polémique. Mais je vais revenir sur ce cas. Bien sûr qu'on pourra dire ça. Et toutes les nominations faites par les politiques risquent d'engendrer ce débat. Mais je reprends cet exemple-là. Quand M. Molins a été nommé, il y a eu une polémique. Parce que le parquet de Paris, c'est un parquet spécial qui s'occupe de toutes les affaires importantes, en fait. Et il est évident que le président de la République s'intéresse probablement plus à la nomination du procureur de Paris que du procureur d'Alençon. Alors, plus que la communication, il y a peut-être aussi un problème de méthode. D'après plusieurs de ces médias, la garde des Sceaux a proposé 3 noms. 2 auraient été reçus par le Premier ministre en personne pour une sorte d'examen oral. Ça, c'est sans précédent. Ça c'est vrai que c'est une procédure qui n'est absolument pas habituelle. Elle n'est pas interdite. Mais elle n'est pas habituelle. Simplement, il est vrai que, j'allais dire symboliquement, le regard du pouvoir politique sur les nominations s'exerce de manière beaucoup plus nette. Mais finalement, à partir du moment où le choix est celui du pouvoir politique, il n'est pas a priori scandaleux que le pouvoir politique cherche à connaître un peu mieux celui qu'il va nommer. Mais je crois qu'en termes d'image, je suis d'accord avec vous, c'est absolument désastreux en termes d'image. Mais sur le fonctionnement des rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir juridictionnel, c'est pas en soi scandaleux. Même si l'élection d'un président de la République et d'un exécutif et d'une majorité est un peu contestable au sens de la légitimité populaire, puisque c'est l'argument qui a été invoqué par Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que la politique pénale, justement, elle relève du processus démocratique qui fait que le président et le gouvernement conduisent cette politique et en sont responsables devant le Parlement. Il y a d'autres choix qui ont été envisagés. Il y en a 2 à côté de celui-ci. Il y a le fait de nommer un parquet totalement indépendant, avec un procureur général de la nation qui serait totalement autonome. Se reposera d'ailleurs la question de savoir par qui il est nommé. Mais le problème va être quelle est sa légitimité, devant qui il est responsable. La deuxième solution qui existe dans de nombreux pays anglo-saxons, c'est d'avoir un parquet qui en fait est composé de fonctionnaires qui sont assez proches de la police et qui sont dans ce cas-là totalement dépendants. Mais quand on est gardé à vue, est-ce qu'il faut mieux avoir affaire à un procureur magistrat indépendant mais nommé par le pouvoir politique, ou est-ce qu'il faut mieux avoir affaire à un policier? Le problème se pose quand même. Dans l'article de l'Express signé François Coq, on peut lire de mémoire de magistrat, jamais la nomination d'un chef de parquet n'avait provoqué un tel chaos politico-judiciaire. Vous confirmez? Oui, mais probablement pourquoi? Parce qu'il y a une raison fondamentale, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une demande de plus en plus vive de la justice de devenir totalement autonome. C'est une revendication qui a été portée par les chefs de la Cour de cassation. Et il est évident que cette nomination, et surtout la manière dont elle s'opère, entre en conflit direct avec cette revendication de l'autonomie du pouvoir judiciaire. Et c'est probablement ça qui rend cette situation, qui transforme cette situation en situation de crise. Mais dans cette réforme constitutionnelle que veut Emmanuel Macron, il souhaite justement que la nomination des magistrats se fasse sur avis conforme du CSM, qui disposera même d'un pouvoir de sanction. Ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas nouveau. Depuis Nicolas Sarkozy, ça a été confirmé par François Hollande, le gouvernement suit systématiquement les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et il est prévu de l'inscrire dans la Constitution. Mais ça n'empêche pas, et ça, le parquet et la justice le réclament, mais le président de la République n'en veut pas, ça ne veut pas dire que la nomination ne sera pas faite par le gouvernement. Ça veut dire simplement que le Conseil supérieur de la magistrature donnera son accord. Quel est l'objet? C'est d'éviter des nominations parfaitement fantaisistes, scandaleuses ou politiquement trop marquées. Mais le système qui est prévu est un système qui maintiendra le choix des procureurs généraux
par le gouvernement, donc par le pouvoir politique. Merci beaucoup Bertrand Mathieu pour votre éclairage ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel. Merci d'avoir été avec nous dans l'entretien. Place au match des idées dans OVPL. Il va opposer Marie-Virginie Klein à Arnaud Benedetti. On va revenir sur l'homme du jour, Édouard Philippe, au front partout, face aux élus locaux ce matin, face à Laurent Wauquiez et aux journalistes ce soir. Déminage, pédagogie, fébrilité. On demandera à nos spécialistes ce qu'ils en pensent juste après ce sujet de Fabien Recker. Édouard Philippe est en première ligne. Loin d'un président de la République en visite aux Antilles, le Premier ministre est sur tous les fronts pour défendre la politique du gouvernement. Au Congrès des régions, ce matin à Marseille, il ne s'est pas dérobé face à la nouvelle grogne des élus locaux. Un Premier ministre droit dans ses bottes quand il demande aux collectivités de se serrer la ceinture. Je ne nie pas non plus l'ampleur des transformations que nous engageons. Nous avons été mandatés pour les engager. Alors nous les engageons et mon objectif, c'est de faire en sorte que le cap qui a été fixé par le président de la République devant les Français, il soit tenu. Deuxième temps fort de la journée, ce soir, en direct sur le plateau de l'émission politique sur France 2. Édouard Philippe se fait pédagogue de la politique de l'exécutif et affronte le patron des LR, Laurent Wauquiez. Pourtant issus de la même famille politique, les deux hommes ne s'apprécient guère. Un duel à haut risque pour le Premier ministre, alors que le doute semble s'être installé entre les Français et le gouvernement. Dans le sillage d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe ne récolte plus que 34% d'opinion favorable, selon un sondage IFOP paru le 23 septembre. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication, cabinet Tilder, et Arnaud Benedetti, professeur en histoire de la communication à Paris-Sorbonne et auteur du coup de com' permanent. Merci à tous les deux d'être ici. D'après les conseillers d'Édouard Philippe, son souci, et je cite, d'expliquer sa méthode et de montrer que la machine n'est pas enrayée, que l'État-providence est modernisé, que l'économie est régénérée. Fin de citation. C'est un peu compliqué comme tâche, non, Marie-Virginie Klein ? Le challenge est important. Cependant, là, il a quand même plusieurs occasions de le faire. Jusqu'à présent, Édouard Philippe n'est jamais vraiment rentré en première ligne. Il était, en fait, le processus habituel, qui est que normalement le Premier ministre est en première ligne et le Président de la République plutôt reste en recul, est en train de s'inverser. En tout cas, là, on voit qu'il y a une tentative d'inversion. On verra ce que ça donne, c'est le début. Il y a l'émission de ce soir qui nous dira si ça commence à fonctionner ou pas, mais je pense... Un bilan d'étape quand même déjà ? Un bilan d'étape, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est associé à aucune réforme majeure. Il a pas à son actif un élément fort qui permet à chacun de l'identifier. Alors on le connaît. Et d'entrer dans l'histoire. Et d'entrer dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un an, Édouard Philippe, finalement personne, enfin pas personne, mais c'est-à-dire qu'il n'était pas très connu encore des Français. C'est le maire du Havre qui a été promu Premier ministre. Donc il est dans un écosystème qui lui est favorable parce que finalement dans la gouvernance Emmanuel Macron avec beaucoup de personnes de la société civile, il passe pour un professionnel, enfin pour quelqu'un qui a de l'expérience en politique, mais aujourd'hui il n'y a pas de marqueur fort d'image auquel on puisse l'associer. Donc pour l'instant, moi je trouve que c'est trop tôt pour faire un bilan d'étape. Alors dans le Figaro du jour, Marcelo Westfred nous dit si l'ancien lieutenant d'Alain Juppé se démultiplie, c'est que le doute s'est cristallisé entre les Français et l'exécutif. Déjà il y a une semaine, le chef du gouvernement s'est longuement exprimé dans la matinale de France Inter. La séquence dite de pédagogie par les communicants du gouvernement s'accélère, Arnaud Benedetti. Non, mais il est surtout un démineur. C'est-à-dire que quand même, il est intervenu sur un certain nombre de dossiers qui étaient des dossiers compliqués. Notre-Dame-des-Landes, c'est lui qui a assuré la communication sur le dossier. On l'a vu encore il y a quelques semaines au moment des tergiversations sur le prélèvement à la source. C'est lui qui est allé aux 20h de TF1 annoncer que finalement la réforme serait conduite. Il est monté au créneau lors de l'affaire Benalla quand même. Il a fait le job de manière assez sobre, avec une forme de nonchalance décontractée et parfois une forme de causticité qui sont bien dans sa personnalité. Donc c'est un Premier ministre, en effet, vous avez raison, c'est un Premier ministre très politique. Finalement, c'est un des rares politiques dans cette équipe, lui. Et en plus, il a un autre avantage, c'est que non seulement c'est un politique, mais c'est un élu local aussi. Donc il est maire du Havre. Donc il a cette texture qui lui permet quelque part d'être légitime aux yeux
aussi de ce que l'on appelle l'ancien monde, qui n'est pas si ancien que ça, mais qui est extrêmement présent. Donc, la difficulté pour un Premier ministre sous la Ve République, c'est d'imprimer sa marque dans un régime où finalement le président de la République irradie par sa présence à la fois institutionnelle et médiatique l'ensemble du système. Alors, vous avez plusieurs façons pour un Premier ministre d'exister. Vous avez un poids politique tel que vous êtes un Premier ministre qu'on vient chercher. C'était le cas de Michel Rocard en 88, lorsque François Mitterrand fait le choix, d'ailleurs vraisemblablement contraint, un peu forcé par les événements, d'aller chercher Michel Rocard et de faire la politique d'ouverture. Vous avez ensuite un Premier ministre qui est un Premier ministre plus technique. C'était le cas de Valéry Giscard d'Estaing qui va chercher Raymond Barre après l'épisode de Jacques Chirac. Avec Édouard Philippe, on a un Premier ministre qui à la fois est politique, qui permet quand même de donner des clins d'œil à l'électorat conservateur, qui permet d'équilibrer le en même temps sur sa jambe droite et en même temps sur sa jambe gauche. Et il y a quelque chose qui, finalement, chez Édouard Philippe est assez nouveau dans la généalogie longue des premiers ministres, c'est que c'est d'abord un Premier ministre qu'on n'attendait pas. Et ça, c'est quand même un point important. Personne ne pensait à la nomination d'Édouard Philippe. Et c'est un Premier ministre qui, progressivement, par sa sobriété, est en train, tranquillement, de faire son chemin et d'imposer sa marque. La question qui se pose ensuite, c'est à partir de quel moment un Premier ministre s'autonomise de son président de la République. Ça, ce sera la grande question quand même dans l'histoire de la Ve République. Vous parliez de sobriété, c'est vrai que sur les 80 km/h, Marie-Virginie Klein, il a obtenu une vraie victoire. Je pense qu'il y a même plein de téléspectateurs qui ne le savent pas. La France a enregistré une baisse spectaculaire du nombre de tués sur les routes au mois d'août, 251 contre 297 l'année dernière à la même période. Il n'a pas voulu communiquer sur ce sujet, il n'a pas fanfaronné, j'allais dire d'autres l'auraient fait à sa place. C'est une autre forme de communication. Là, en fait, j'ai l'impression que l'heure est à l'action pour le gouvernement. L'enjeu, si on se place dans le contexte, donc, le gouvernement Macron est à l'œuvre depuis 1 an, il reste encore 4 ans avant les élections. Donc, d'une certaine façon, la popularité n'est pas l'enjeu immédiat, parce que quoi qu'il arrive, le gouvernement, peut-être qu'il y aura des modifications en cours de route, mais restera, en tout cas Emmanuel Macron restera président encore pendant 4 ans. Donc là, on est dans le timing de l'action. Et le temps du bilan et le temps de la valorisation de ce qu'on fait en permanence n'est pas venu. Donc dans ce sens-là, moi je pense que c'est nouveau puisqu'effectivement, il ne gouverne pas avec cette obsession de la popularité. Une fois que les grosses actions auront été menées et peut-être que dans 3 ans et demi, là effectivement, le souci majeur, ce sera la réélection et ce sera donc l'opinion. Arnaud Benedetti. Oui, alors en même temps, il ne faut pas que la machine se dérègle trop, parce que, si vous voulez, la quête de l'opinion est quand même, quelque part, une nécessité de tous les instants, lorsque on est un gouvernement, surtout lorsqu'on est un gouvernement qui se veut dans l'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, mener des réformes, transformer le pays, s'il n'y a pas quand même un étiage au niveau de l'opinion publique qui permet cette transformation. Alors jusqu'à présent, ils ont réussi, parce que tout simplement, on était dans la première année et qu'ils ont bénéficié d'une forme de bienveillance et d'attente de l'opinion publique. Qui n'existe plus, là. Qui n'existe plus, on le voit à peu près dans tous les sondages aujourd'hui. Et on est rentré quand même si on n'est pas dans le temps de l'évaluation objective des opinions publiques, mais on est dans le temps de l'évaluation subjective par l'opinion. On voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, le jugement de l'opinion se fait beaucoup plus impatient au regard des résultats que l'on attend des politiques publiques qui ont été lancées. C'est-à-dire que les étiquettes sont l'impatience est en train de surgir, et le contexte politique est certainement beaucoup moins favorable qu'il ne le fut en début de mandat. Alors Emmanuel Macron, lui, est aux Antilles, une visite de 4 jours, un peu perturbée par une tempête, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Il arrive de New York, où il a encore fait une sortie très remarquée lors d'une interview à la chaîne Bloomberg TV. Écoutez. I don't have any midterm elections. This is my good point. No, I mean, you are elected for 5 years' time. Obviously, I mean, the best way to be very high in the polls is to give money to people. I mean, it's sure. It's not what I propose to my people, it's not my perspective. I have to reform my country in depth. We will exactly keep the same pace. We will rush to reform the country. La meilleure façon d'être haut dans les sondages est de donner de l'argent aux gens. Marie-Virginie Klein, c'est un peu brutal, un peu maladroit comme phrase, non ?
Alors, Je sais qu'il est chez Bloomberg TV et qu'il parle d'argent, mais enfin... Alors, moi, je vois deux choses. On n'en est pas à sa première, c'est-à-dire que, surtout en ce moment, il persiste et il signe dans cette volonté de montrer qu'il reste dans le parler vrai. Je pense que c'est le parler vrai qui compte avec lui et qu'il n'est pas démagogue. En fait, c'est exactement ce qu'il veut dire. Alors, je sais que ça peut être étonnant et tout le monde se dit d'ailleurs, mais pourquoi fait-il ça? Quelle est la technique? Quelle est la stratégie? On sait quand même qu'Emmanuel Macron, il réfléchit beaucoup à sa stratégie de communication et il laisse relativement peu de choses au hasard. Ce type d'intervention, même si c'est très polémique, qu'on en parle énormément et que finalement ça attise un peu l'hostilité, etc., c'est quand même... Ça fait partie de son charme. C'est-à-dire que ça fait partie de son charme. Il le fait depuis toujours. Alors, il le faisait déjà quand il était ministre de l'économie. Il le fait assez régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un enjeu qui est majeur aujourd'hui dans les politiques actuelles, c'est le sujet de la sincérité. Et malgré tout, même si ça crée des polémiques, même si immédiatement comme ça... La franchise, quoi. Eh bien, la sincérité, c'est central. Et je pense que ce type de sortie participe à sa sincérité. Moi, ça me rappelle quand même les expressions comme pognon de dingue ou encore très récemment, pas de bon sentiment avec l'Aquarius, par exemple. Oui, si vous voulez, il se veut transgressif par rapport à la doxa dominante. Donc, en effet, il veut tenir un discours qui est un discours de vérité, un discours un peu cash, qui casse la langue de bois du politique. Donc c'est sa marque de fabrique. Le problème, c'est que je ne vois pas tellement l'intérêt aujourd'hui, alors qu'il est dans une situation où l'opinion publique se tend un peu plus, de tenir ce type de discours. Un président de la République, surtout dans un régime comme celui de la Ve République, c'est aussi un rassembleur à un moment donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en mesure d'apaiser. Et je pense que, si vous voulez, il aurait intérêt, vraisemblablement, dans sa communication à un moment donné, d'avoir une communication moins frontale, moins provocatrice, pour justement faire en sorte que ces réformes soient peut-être mieux acceptées dans l'opinion publique. Il suffirait de rien, peut-être. Un tout petit peu plus de douceur. Je pense qu'il y a un problème de... C'est-à-dire qu'il fait de la com, mais il ne fait pas de la communication. Et ça, c'est la difficulté. La communication, à un moment donné, c'est être dans l'écoute. C'est être dans l'attente de ce que, finalement, les Français, les récepteurs que nous sommes, peuvent attendre. La difficulté, c'est qu'il fait de la com, c'est-à-dire qu'il se saisit de la communication comme un instrument pour marteler son message. Il a une vision très claire de l'avenir. Il a un logiciel et il veut finalement que ce logiciel, les Français finissent par l'accepter. Je ne suis pas sûr que ce soit en produisant des petites phrases, qui plus est de l'étranger, aux États-Unis, qui viennent quelque part... Chez Bloomberg TV. Chez Bloomberg TV, qui quelque part permettent cette acceptabilité. Mais bon, après, c'est une question d'ordre psychologique et il fait avec son tempérament et son comportement. Mais il a un petit souci, je pense, de ce côté-là. Et j'ajoute juste cette phrase, toujours prononcée à New York, je viens d'un pays qui se tient debout, qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses, mais qui a su tenir à chaque moment de son histoire, de l'histoire internationale, une forme universelle. Évidemment, tout le monde a retenu ici un pays qui a fait beaucoup d'erreurs. C'est aussi très maladroit, encore à l'étranger. Voilà, ce qui est compliqué, c'est que souvent, quand il va à l'étranger, il se permet des phrases sur son pays qui sont qui remettent en cause les Français. On peut se rappeler des paresseux en Grèce. J'ai envie de dire presque à chaque déplacement à l'étranger. Voilà, des Gaulois à Danemark et là, sur ce point-là, je me demande à quoi ça sert. C'est-à-dire que faire une autocritique, mais qui n'est pas une autocritique, mais qui est une critique générale du peuple français, ça, c'est peut-être la goutte de trop qui enlève le sentiment positif, moi je pense, de sincérité que ce genre de sortie peut donner. Ouais, vous la voyez cette phrase, je viens d'un pays qui a fait beaucoup d'erreurs, Arnaud Benedetti. Oui, alors il l'a dit chez vos confrères de Bloomberg, il l'a dit aussi également sous une autre forme à la tribune de l'ONU. Il est dans un discours qui est quand même un discours qui peut en effet culpabiliser les Français qui, eux, sont en France et qui entendent le chef de l'État de l'étranger leur donner des leçons. Donc il y a aussi en plus cette distance géographique qui nous parle de loin. Et quelque part, ça a un effet... l'opposition s'engouffre, on a vu les tweets de Marine Le Pen... Évidemment, l'opposition aurait tort de ne pas s'engouffrer parce que finalement, elle fait son travail lorsqu'elle fait ça en termes de communication politique. Donc, il n'y a rien de surprenant. Donc, encore une fois, il a aujourd'hui une communication qui est un peu maltraitante et qui est forcément provocatrice. Encore une
fois, le contexte serait favorable. Le contexte économique serait favorable. Il pourrait peut-être se permettre ce type de communication. Je pense qu'il est dans un contexte qui est difficile, un contexte économique qui n'est pas simple, un contexte politique où il y a des tensions à l'intérieur de sa majorité. Il a quand même eu le départ de Hulot qui constitue malgré tout un marqueur qui s'en va. Donc cette communication qui est une communication finalement assez sarkozienne d'une certaine façon, c'est-à-dire qui électrise un peu le débat, qui l'hystérise. Est-ce qu'aujourd'hui elle est susceptible, encore une fois, de permettre, certes, de permettre de véhiculer une image de sincérité peut-être, mais en tout cas permettre une adhésion de l'opinion publique, ça c'est une question qui mérite d'être posée. Alors à New York encore, le show de Donald Trump, cette fois en conférence de presse à l'ONU, nouvelle occasion pour lui de régler ses comptes avec les journalistes. Wow. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de médias. Les gens savent que vos infos sont fausses et beaucoup d'entre vous êtes des imposteurs. ABC, CBS, NBC, le Times, le Washington Post, ils finiront tous par me soutenir parce que sinon, ils ne vendent plus rien. Imaginez si je n'étais pas là. Bon, on sourit, on rit même, j'avoue, mais on finit par rire jaune. Hein. Et on s'habitue presque. Mais on rit jaune quand même, non, Marie-Eugénie Klein ? Non, mais là on est dans l'outrance, on est dans le Donald Trump fait du Donald Trump. On devrait en fait presque plus s'étonner de ces sorties-là, puisqu'on le sert en s'étonnant à chaque fois et en commentant ce genre de sorties. On voit bien la carte qu'il joue, c'est qu'il essaye de monter un peu les opinions contre ces corps intermédiaires, que d'ailleurs Nicolas Sarkozy a appelé comme ça en 2012 pendant sa campagne présidentielle. Il monte, il veut avoir une communication directe, il veut sauter les institutions qui se mettent entre eux, et puis il veut faire parler de lui. Il veut montrer qu'il n'y a pas de tabou et qu'il peut tout se permettre, tellement il se pense surpuissant et tellement il se pense installé. Et après, c'est aussi contrebalancé. Pourquoi est-ce qu'il se permet ce type de sortie ? C'est que c'est contrebalancé par des positions très ferme et à laquelle l'opinion américaine adhère beaucoup, de protectionnisme. Donc, d'une certaine façon, comme il est solide sur cette jambe-là et sur ces convictions-là desquelles il ne déroge pas, il se permet par ailleurs des exubérances, des outrances de ce type qui finalement continuent de nourrir son image comme depuis longtemps. Et il y en a eu d'autres, des propos étonnants de Trump lors de cette conférence de presse. Un autre exemple, je pourrais faire ça toute la journée. On continue ? Allez, le New York Times, le mauvais New York Times, debout, allez-y. On a presque l'impression qu'il adore ça, en fait. Il fanfaronne devant les journalistes. Oui, mais il a gagné contre les médias. Il a gagné. Et il ne faut jamais oublier qu'il a gagné contre les médias. Il n'avait aucun média qui le soutenait quasiment durant cette campagne. Donc, il a gagné contre les médias, c'est sa marque de fabrique. Il est le candidat de l'anti-establishment et il continue finalement, alors qu'il est président des États-Unis, à conserver cette communication totalement disruptive et provocatrice. On aurait pu penser que devenant président des États-Unis, il allait s'assagir, mais finalement, la fonction n'a pas assagi le personnage. On y a cru le soir de la victoire. Oui, vraisemblablement. Mais c'est vrai, le soir de la victoire, on y a cru. Il a été très étonnant. Il a été très sobre, assez sobre au regard de ce qu'il avait fait durant la campagne. Mais si vous voulez, par rapport à Emmanuel Macron, lui, par contre, il a un contexte favorable. Il a un contexte économique favorable. Le taux de croissance est bon, le chômage est au plus bas, et il a une opinion publique qui, sur un certain nombre de sujets, le suit. Donc, il a aussi choquant que cela puisse nous choquer, nous autres Français et Européens, Donald Trump a aujourd'hui un élan politique qui lui permet peut-être même d'envisager les élections du mi-terme de manière assez favorable. Donc, en effet, cette communication aujourd'hui finalement ne l'handicape pas véritablement parce que tout simplement il a des fondamentaux qui sont solides sur le plan politique. Alors pour l'instant, ça peut changer. Donc encore une fois, la communication, elle est très dépendante du contexte politique. Quand vous avez un contexte politique, vous pouvez vous permettre un certain nombre de choses en termes de communication. Quand vous avez un contexte politique qui est un peu plus tendu, la communication doit être vraisemblablement encore plus contrôlée. Il y a quand même des moments gênants, voire des dérapages. Un journaliste kurde qui voulait l'interroger, il l'a appelé Monsieur Kurde. Oui, Monsieur Kurde, je vous écoute. Oui, non, mais il se permet absolument tout. Et finalement, quand on voit ça, et on vient de parler là, des phrases d'Emmanuel Macron, on peut dire que chaque chose a une mesure différente, quoi. Et que finalement, on s'en sort pas trop mal. Et que non, mais que, voilà, que le niveau du scandale n'est pas le même. Mais non, mais dans Monsieur le Kurde, on voit bien, il aime énormément appuyer sur les sujets qui sont les plus polémiques, qui sont les plus à fleur de peau. Il y va presque sans réfléchir. En fait, ce
qui est assez étonnant, c'est que bon, il doit avoir des conseillers en communication. Je pense que ça doit être assez dur d'être son conseiller en communication, parce que tout ça, en tout cas, je serais très étonnée que ça soit préparé, même si il se dit, moi, de toute façon, je me permets et puis je dirai ce que je veux, j'improvise. Mais quand même, c'est un choix qui est très risqué. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées ce soir dans OVPL. C'est l'heure du grand débat, #OVPL, pour réagir sur Twitter. Vous le savez maintenant. On va revenir sur cette question si compliquée du vivre ensemble. Certains dénoncent une montée des communautarismes qui empêcherait la nation française de s'unir. D'autres considèrent au contraire que la communauté est un socle pour l'individu. Toutes les semaines, une polémique vient relancer ce sujet. La dernière en date, c'est celle de ce rappeur et de sa chanson raciste et violente. Nous avons choisi de ne pas vous le montrer, ni son visage, ni son clip. En revanche, voici un florilège des réactions depuis 24 heures sur cette affaire. Elle est compilée par Sandra Cerquera. Tout ceci, effectivement, me choque. Et donc, je pense qu'il y a une réaction aussi morale à avoir, culturelle, parce que ce ne sont pas les valeurs que nous voulons porter. C'est pas comme ça que l'on considère la société française. J'en appelle simplement à la garde des Sceaux, à Madame Nicole Belloubet. C'est intolérable. Il y a des propos qu'on ne doit pas tenir parce que c'est une incitation à la haine raciale. C'est une provocation au crime. Et vous savez, la France est engagée dans un combat, malheureusement, triste anniversaire dans 3 ans, le Bataclan. Et ce type d'appel au meurtre, ce type d'appel en plus à des crimes qui sont insupportables. On parle bien sûr, vous l'avez rappelé, de tuer des bébés blancs, d'écarteler en même temps leurs parents et de les pendre. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, tolérer ce genre de propos en France. Nous avons un code pénal qui permet de poursuivre ce genre d'incitation à la haine et d'incitation au meurtre. Ce qui m'inquiète plus, au-delà de tout ça, c'est l'écho de ce qu'on voit en matière de développement de la violence gratuite. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'un inconnu, finalement, vient développer un point de vue, c'est des paroles qui deviennent publiques et qui créent une passion et qui fait une appréciation d'un mouvement social. Non, il n'est pas évident aujourd'hui qu'il y ait un mouvement de gens qui agressent les blancs parce qu'ils sont blancs. Donc le racisme anti-blanc est une question qui mérite encore d'être débattue, d'être travaillée, d'être regardée en termes statistiques, en termes de faits. Ce n'est pas aujourd'hui un fait social. Et on va la poser, cette question. On va aller plus loin dans le grand débat. Avec nous ce soir, Camille Bedin, bonsoir. Conseillère départementale des Hauts-de-Seine, élue de Nanterre. Merci à vous d'être ici. Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Merci à vous également. Émilie Frèche, écrivain. Et votre dernier livre intitulé Vivre ensemble, c'est le cas de le dire, chez Stock. Et François Durper, bonsoir. Bonsoir. Historien, auteur de Nos ancêtres ne sont pas gaulois, chez Albin Michel, directeur de l'antenne de FDM TV, France Diversité Média. Merci à tous les 4 d'être ici. On ne va pas rester trop longtemps sur le cas de ce rappeur que j'imagine tout le monde condamne sur ce plateau. En revanche, je voudrais savoir s'il est représentatif d'un certain racisme, Dominique Sopo. Est-ce qu'il représente quelque chose, autre chose que lui-même ? En tout cas, avec ce niveau de violence, il représente sans doute à peu près que lui-même. D'ailleurs, je ferai remarquer que ce rappeur, il a 20 ans d'activité et 240 followers sur Twitter, ce qui n'est quand même pas tout à fait la marque d'un grand écho dans la société. Et d'ailleurs, je ferai quand même remarquer que, pour le coup, c'est l'extrême droite qui lui donne un écho totalement délirant, parce que ce personnage était totalement inconnu, et que vous savez, sur Twitter, si vous allez chercher sur Twitter tous les propos de cette nature, d'ailleurs dans tous les sens, qui circulent, avec des gens qui ont 100, 200, 300, 400 followers, vous allez passer votre journée à faire des reportages sur le sujet. D'accord, mais il y a un lien avec Dieudonné. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on parle de racisme anti-blanc. Évidemment qu'il y a un lien avec Dieudonné. Ouais. Que des personnes soient racistes envers des blancs. Pourquoi ça n'existerait pas? Le racisme n'a pas de frontières. Ouais. À part que, il faut faire très attention lorsqu'on emploie des expressions. L'expression de racisme anti-blanc n'est pas une expression qui vient juste dire qu'il y aurait des personnes qui seraient racistes envers les blancs, qui est, j'allais dire, une banalité que de le dire. Le problème qui est posé, c'est qu'on est ici face à un concept qui vient de l'extrême droite, qui d'ailleurs avait plusieurs ramifications, le racisme anti-chrétien, le racisme anti-français, et qui consiste à dire quoi en réalité? Et c'est un peu les réactions qu'on voit depuis quelques heures. Oui, mais qui consiste à dire le vrai racisme qui existe en France n'est pas le racisme que subiraient les Noirs et les Arabes, c'est le racisme que les Blancs dans notre pays subiraient de la part des populations d'origine immigrée que nous avons accueillies. Et c'est ce que dit l'extrême droite, comment dire,
en forgeant ce concept il y a de cela maintenant déjà une trentaine d'années. Donc pas de racisme anti-blanc, Camille Beudin, en France. Je voudrais juste revenir là-dessus, c'est important. Vous avez raison de dire d'abord que c'est un phénomène assez isolé dans sa violence. Ça, c'est une évidence. En revanche, ça révèle effectivement une question identitaire et un mal-être partout dans notre société. Aujourd'hui, d'ailleurs, la polémique qui suit montre bien que ce malaise identitaire il est profond. Et d'ailleurs, on n'en parle que quand il y a des polémiques de ce genre et on n'en parle que en situation de tension. On est incapable d'en parler sereinement. Et la preuve dans ce que vous dites. On ne peut même plus parler de racisme anti-blanc, alors je ne sais pas comment il faut dire, sans qu'on soit qualifié d'être extrême droite. Moi, je pense qu'il y a une différence entre... Je pense juste qu'il y a une différence entre ce que vous dites, qui est juste... Oui, c'est juste. C'est un concept qui vient de l'extrême droite et qui veut dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire qui sous-entendrait qu'il y ait une persécution des Blancs, enfin tout le discours qui va derrière, et qui est un discours d'extrême droite. Ça, c'est vrai, et ce n'est absolument pas mon propos. En revanche, de dire qu'il y a un malaise identitaire profond et qui existe par des insultes ou des discriminations dans certains quartiers, notamment, pas que, à l'égard des populations qui sont blanches, oui, ça existe. Alors, le rappeur... d'accord pour dire que ça existe. Je tiens à préciser que le rappeur en question s'est justifié dans une interview au Parisien. Voilà ce qu'il nous dit. Dans mon clip, qui n'est que de la fiction, j'ai voulu inverser les rôles de l'homme blanc et de l'homme noir et proposer une perception différente de l'esclavage. François Durper, est-ce que c'est un argument qui tient la route ? Non. Non, ça ne tient pas la route, mais l'idée, c'est que, vous savez, Malcolm X disait, la société médiatique, il parlait de la société médiatique américaine à la fin des années 50, essaie de vous faire passer les victimes pour des bourreaux et l'inverse. Et là, qu'est-ce qu'on a depuis 24 heures ? L'idée qu'en fait, le problème, ça serait un problème de racisme anti-blanc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de réversibilité, c'est impossible. Il n'y a pas aujourd'hui de parallèle entre ce que l'on met en avant là et la réalité de personnes noires dans notre pays. La réalité de personnes noires, on dit, si, finalement, tout le monde est discriminé, y compris les Blancs. Mais les Blancs, c'est quand ils n'ont pas de moyens. Vous n'avez pas de logement si vous n'avez pas de moyens quand vous êtes blanc. En revanche, quand vous êtes noir et que vous avez des moyens, là, vous êtes discriminé. Là, on met l'accent sur quelque chose de très spécifique. Et c'est pour ça que quand on dit il n'y a pas de réversibilité entre les racismes, on dit mais alors vous êtes naïf, etc. Non, c'est toute la sociologie, toute l'analyse de notre société qui repose sur non, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la même chose. Et je poursuis l'argumentaire de ce rappeur et je vais vous interroger, Émilie Frèche. Je rajouterai peut-être la mention, ceci est une fiction dans l'introduction, car certains sont restés bloqués sur le premier degré. Quand j'entends des propos comme ceux qu'a pu tenir Éric Zemmour, qui sont eux bien réels dans le pays des droits de l'homme, je me dis que je n'ai pas envie que mes enfants entendent cela un jour. Zemmour, effectivement, ce n'est pas de l'art. C'était du réel, c'était une conversation. C'est a priori ce qu'ils pensent. Là aussi, Émilie Frèche, est-ce que cet argumentaire tient la route et est-ce que ces polémistes qu'on entend effectivement à la télévision, il faut bien le dire, participent à la déconstruction du vivre ensemble ? Évidemment, il n'y a aucune liberté qui soit absolue, y compris la liberté d'expression et la liberté de création. Elle a une limite qui est l'incitation à la haine. Moi, je trouve que cette expression de cette violence raciste terrible, elle dit quelque chose au-delà du racisme, elle dit la communautarisation du racisme. Moi, j'ai grandi dans la France des SOS avec cette petite main jaune accrochée à notre blouson et j'ai le sentiment qu'il y avait une frontière très nette entre les racistes d'un côté et les antiracistes de l'autre. Ce que dit cette affaire-là, c'est que la société s'est communautarisée. Enfin, c'est le sentiment, en tout cas, que ça me donne. Et c'est évidemment ce que j'aborde aussi dans mon roman et qui pose la question de comment on vit ensemble, comment on fait société. Alors, vous faites ma transition vers la deuxième partie et je vais poursuivre, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on va vers une France des communautarismes ? La question se pose depuis plusieurs années. Il se trouve qu'Emmanuel Macron est souvent attaqué pour son ambiguïté présumée sur le sujet. On a retrouvé ce qu'il disait lorsqu'il était candidat. C'était en avril 2017 à Besançon. Écoutez bien. Je ne crois pas au multiculturalisme. Je ne crois pas au communautarisme. Je me battrai contre tout communautarisme dans la République. Mais je me battrai en même temps contre tous ces mensonges faits qui veulent enfermer la République dans une identité figée, dans une religion, dans une tradition. Notre République, c'est une promesse d'avenir. C'est une promesse de liberté. Dominique Sopo, est-ce qu'on peut, comme j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron le fait, prôner la diversité, les diversités, sans tomber dans les communautarismes qui nous empêcheraient de vivre ensemble ? Est-ce que c'est possible ? Je pense que, en France, il y a souvent une confusion entre une approche
universaliste et une approche très monolithique. En fait, j'allais dire, l'universalisme, c'est l'universalité des droits. Et qu'à un moment donné, nous sommes dans des sociétés, qu'on le veuille ou non, dans laquelle la place de l'individu est une place qui prend une importance de plus en plus grande et qui pose la question de comment on articule la construction du commun dans des sociétés qui ont profondément muté, qui sont beaucoup plus horizontales qu'auparavant, qui ne posent pas d'ailleurs que des problèmes sur la question du communautarisme, de l'identité, etc., qui posent aussi la question de comment circule le pouvoir dans une société, et que évidemment, par rapport à ces mutations, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, qu'on peut comprendre d'ailleurs, et qui d'ailleurs peuvent nous traverser tous individuellement, mais en fait, comment une société continue à faire société lorsqu'elle est traversée par des mutations aussi lourdes en termes de diversité culturelle, en termes de place de l'individu par rapport au groupe, etc. Et je pense que nous sommes malheureusement dans un pays dans lequel le débat public est de très mauvaise qualité sur le sujet, parce que on entend beaucoup de gens hurler et très peu de débats sereins, parce que je veux dire que les gens débattent. Disait Camille Bedin tout à l'heure, que les gens débattent pour savoir comment on fait société. Bon, je veux dire, tant mieux. On peut même s'engueuler. Je ne dis pas non plus que les débats doivent être des débats totalement apaisés. Sinon, il y aurait moins d'audimat peut-être. J'entends bien, mais il y a quand même la question de la qualité du débat. Et je vais prendre un petit exemple. Hier, j'étais sur un plateau d'une autre chaîne et j'étais face à quelqu'un qui me sortait tous les poncifs sur SOS Racisme, sur SOS Racisme, vous ne dénoncez pas l'antisémitisme, SOS Racisme, vous n'êtes pas au clair sur les violences faites aux femmes dans les quartiers populaires. Je disais à ce monsieur qui est journaliste, mais monsieur, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous êtes en train de faire, c'est soit de l'incompétence totale en tant que journaliste, soit de la malhonnêteté. Parce que dire que SOS Racisme n'est pas clair sur ces sujets, en fait, vous êtes en train de faire des attaques, malhonnêtes, qui empêchent le débat. Parce qu'en fait, à partir de là, il n'y a plus de débat. Parce qu'en fait, on n'est plus sur les positions des uns et des autres, on est sur la circulation des fantasmes. En fait, on ne construit pas une société sur la circulation des fantasmes, on la construit par de la discussion. J'aimerais vous entendre sur cette notion de mutation, effectivement, qu'on entend un peu pour la première fois. Effectivement, c'est parce qu'on s'est tourné tellement vers l'individu que du coup, on commence à se poser la question, est-ce que l'individu a sa place dans le collectif? Mais le problème, c'est que oui, on est tombé dans cet individualisme extrêmement important et poussé, sans que la société n'évolue. Et on a perdu, dans une société où l'État-providence est très très fort en France, j'allais dire depuis toujours, en tout cas depuis la moitié du XXe siècle, est très très fort, très centralisé. On a perdu tout lien social entre les individus eux-mêmes. Donc le lien associatif, le lien de voisinage, tout ça est en train de se recréer aujourd'hui, mais a été perdu pendant longtemps à cause de l'État-providence qui remplaçait tout ça. Donc c'est en train de se recréer, et c'est en train de se recréer dans un contexte où, au lieu de se faire de façon positive, ça se fait dans un contexte contre. Donc on est toujours contre, on est dans la concurrence des mémoires, on est dans et moi, ma communauté par rapport à la tienne, et on est dans cette concurrence importante parce qu'on n'a jamais entretenu ces liens entre les gens auparavant. Moi, c'est ma conviction profonde. Donc, ils sont en train de se recréer, ces liens, sauf qu'ils se font dans une société qui va mal. Et quand ça se fait dans une société qui va mal, les gens tombent. Et ça attise cette concurrence entre communautés. Ça attise les haines, ça attise les concurrences, ça attise tous les ismes, le communautarisme, l'extrémisme, tous ces fondamentalismes aussi qui rentrent là-dedans parce que on a oublié de créer des identités fortes au sein même qui sont capables de rassembler notre société. Émilie Frèche. Je partage totalement ce constat de la segmentation des choses. En revanche, je ne sais pas si c'est vraiment le lien social qui n'existe pas et qui fait qu'on ne se retrouve plus, mais plutôt la définition et l'adhésion à des valeurs communes. Je pense notamment à la question de la laïcité, par exemple, qui permet la liberté de conscience, qui permet de croire et de ne pas croire. Moi, je vais beaucoup dans les collèges, dans les lycées, présenter mes livres. Et c'est une notion qui est dévalorisée. Aujourd'hui, quand on est un jeune en France, qu'on a 15, 16, 17 ans, on ne se retrouve pas dans le principe de laïcité. On a l'impression que la laïcité, c'est contre. Ça a été un instrument politique, ça a été mal... C'est contre les religions. En tout cas,
parce que la France n'était pas en danger pendant des années sur ses valeurs fondamentales, elle ne les a pas inculquées, elle ne les a pas transmises à ses enfants comme une identité forte. Mais on peut... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on peut avoir... Mais peut-être parce que la laïcité a parfois été transformée en laïcisme aussi, que ça a été un peu agressif côté... Mais c'est surtout qu'on peut avoir... Enfin, un homme, il est fait de multiples identités. Je suis plein de choses à la fois. Bien sûr. Et c'est pas forcément contre, on peut être très bien laïque et en même temps avoir une identité religieuse, être plein de choses à la fois. Et ça, je crois que c'est un devoir d'éducation qu'on doit mener. Je vais juste me tourner vers François Durper, parce que je voudrais qu'on regarde ce qu'a écrit Natacha Polony dans cette tribune intitulée « Les taupes du communautarisme américain ». Et je me tourne évidemment vers le spécialiste des États-Unis. La guerre que mènent ces activistes obsédés par les races et les différences contre l'universalisme hérité des Lumières est le parfait produit du soft power américain. Je crois que vous êtes un peu visé dans les écrits de Natacha Polony. Est-ce qu'on n'est pas face à l'opposition de deux modèles existants, effectivement, le modèle européen et le modèle anglo-saxon? On connaît souvent... Alors, anglo-saxon, déjà, vous voyez, vous utilisez l'expression anglo-saxon pour désigner les États-Unis qui, précisément, c'est la question, sont-ils un pays anglo-saxon? Quand en 2050, on sait que les blancs non hispaniques seront minoritaires, et c'est pas précisément une société anglo-saxonne, même si certains le souhaiteraient. Il faut mettre l'accent un peu sur le bureau du recensement qui montre la multiplication des mariages mixtes aux États-Unis. Donc on dit beaucoup de bêtises sur la société américaine, mais on dit aussi beaucoup de bêtises sur la société française. Le mot communautariste, déjà, je trouve ça intéressant qu'en fait c'est un mot qu'on retrouve sur les plateaux télé, qu'on retrouve dans la... C'est relativement récent, hein, ça date plutôt des années 90. Oui, on trouve aussi dans la bouche des hommes politiques. Et alors, vous allez à l'université, vous n'avez pas de chercheurs qui travaillent dessus. Parce qu'ils vous disent quoi? Communautarisme, on est dans un monde globalisé. Ce qu'on constate, c'est plutôt une poussée des mariages exogènes, des mariages hors de la communauté. Plutôt une sortie des communautés. Même vous allez en Guinée, vous avez maintenant des mariages entre Soussou, Malinké et Peul. Bon, déjà, au niveau global, comme au niveau français. Communauté, elle est aussi dans l'œil de celui qui regarde. Vous voyez deux personnes. La nana, elle est malienne. Le monsieur... le gars, il est martiniquais. Vous voyez, des Noirs. C'est vous qui communautarisez, parce qu'il n'y a pas de communauté de l'autre côté. En revanche, il y a deux choses. Un, dans ce contexte de globalisation, il y a effectivement ces identités meurtrières dont on parlait, c'est-à-dire, Achille Mbembe dit qu'il faudrait un moratoire sur les identités, il y a ce repli sur des identités qu'on voudrait monolithes. Et puis il y a une deuxième chose qui est très inquiétante pour la France, le recul de la mixité. Les collèges, les lycées, on les connaît, on y va, on est prof, on les connaît. Ce recul de la mixité, ça c'est préoccupant. Alors ça veut dire que la grande question de notre pays, c'est évidemment la question du lien. Les gens de gauche diraient vivre ensemble, les gens de droite diraient sentiment d'appartenance. Comment on fait? L'État, il peut faire avec l'école et le logement. Et nous, individuellement, on peut faire. Vous savez comment on peut faire? En se mettant à la place de l'autre. Il y avait un très très bon texte de Lilian Thuram, mais qui est passé presque inaperçu, mais qui disait « Est-ce que vous vous dites pas en tant que personne blanche, je suis en train de raisonner en tant que personne blanche ?» J'entends ce que vous dites pas en tant que François personne noire et se mettre à la place de l'autre. En tant qu'homme, est-ce que je peux me mettre à la place d'une femme? En tant que noir, en tant que blanc, je peux me mettre à la place d'un noir ou l'inverse. J'entends ce que vous dites, mais je voudrais aussi l'avis de l'élu de terrain Nanterre. Le communautarisme, ça veut dire quelque chose, non, à Nanterre? C'est pas simplement ce que vous dites? Oui, ça veut dire quelque chose, mais je rejoins ce que vous dites. Ce qui est très signifiant et très concret, c'est que c'est un communautarisme, en tout cas fondé sur un réel repli identitaire et l'appartenance à la République passe après les identités personnelles. Ça, c'est une réalité. Et donc, ça se retrouve dans des identités religieuses et, je le dis, auprès de toutes les religions. La grande différence des dernières années, c'est qu'on est passé, avant, on pouvait être français, ensuite chrétien, juif, musulman ou autre chose, selon la façon dont on se définit. Aujourd'hui, on est chrétien, juif, musulman, français. J'exagère un peu, c'est pas encore poussé à ce point-là, mais on est sur cette tendance. Sauf quand on gagne la Coupe du Monde, vous avez eu le nom de drapeau français. Alors justement, c'est un exemple intéressant. Je voulais en parler. C'est ce que je voulais justement dire tout à l'heure. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que entre 98 et 2018, on a vécu dans un mythe. Le mythe qui était réel à l'époque, Black Blamber, où on a tous espéré beaucoup et on y a tous énormément cru. On y a cru. En 2018, moi, je n'ai pas trouvé que c'était une réalité et j'étais pas de ceux qui ont trouvé que l'ambiance était particulièrement festive. Le nombre de drapeaux, le nombre Alors, de on va gens peut-être qui pas se revenir sont sur grimés, bleu, blanc, rouge. Je pense réellement qu'il y a une cassure, qu'on n'a pas regardé ce qui s'est passé dans les quartiers au lendemain de la victoire. Il n'y avait pas le drapeau.
dans les quartiers au lendemain de la victoire. Pardon de le dire, il n'y avait pas la fête. L'esprit n'était pas à la fête. Ils étaient en tout cas sur les Champs-Élysées, les drapeaux. Ils n'étaient pas ailleurs et regardez l'absence de mixité. Beaucoup de jeunes de quartier. Ah bien sûr. J'étais sur les Champs-Élysées, il y avait quand même beaucoup de jeunes des quartiers populaires. Je suis pessimiste là-dessus, moi, et permettez-moi de l'être. Je pense qu'il y a un contexte de fond là-dessus. Oui. Est-ce que ça dit quelque chose du pays que d'être derrière son équipe le jour où elle gagne la Coupe du Monde? Je ne crois pas. Il faudrait voir en cas de défaite. Mais c'est un autre débat. Cela fait des années qu'il existe ce débat autour de l'intégration ou de l'assimilation à la française. Lorsqu'il était en campagne pour la primaire de la droite en 2017, Nicolas Sarkozy jetait encore un pavé dans la mare avec son expression « vos ancêtres les Gaulois ». Vous connaissez bien, on va l'écouter, on en parle après. Si nous ne disons pas à ceux qui veulent nous rejoindre que nous ne nous contenterons plus d'une intégration qui ne marche plus, mais que nous exigeons l'assimilation, quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis Français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Alors, Dominique Sopo, juste un mot, tout le monde retient le mot gaulois et c'est vrai qu'évidemment c'était choquant ou je ne sais quoi, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est l'assimilation plutôt que l'intégration. C'est sur cette question que je voudrais qu'on rebondisse, Dominique Sopo. D'abord, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça veut dire pour les téléspectateurs qui nous regardent? Et que vaut-il mieux faire? On parle de l'intégration à la française, c'est un modèle. Oui, enfin, comment dire Vous voyez, le niveau du débat, en fait, je trouve ça lamentable. C'est lamentable. Parce que là, on est vraiment sur une forme de populisme qui, franchement, c'est atterrant. Enfin, quand je revois ces images que je connais par ailleurs. Et cette question de l'assimilation et de l'intégration, c'est d'un niveau au-dessus. L'intégration, ça signifie, en tout cas, moi, dans la façon dont je le définis, parce qu'après les termes, vous savez, sous les termes, on peut mettre beaucoup de choses, que les gens adhèrent à un socle de valeurs dans le pays, ce qui n'entraîne pas forcément l'abandon de tout élément culturel d'origine. Bon, voilà. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que la France est quand même une construction dans laquelle les différentes vagues d'immigration ont apporté des éléments culturels assez robustes. Et donc, je pense que l'image d'Épinal, qui consisterait à dire « avant, c'était l'assimilation », et maintenant, depuis que c'est plus l'assimilation, la France est dans une forme de déliquescence, et quand même aussi une reconstruction historique, parce que souvent, quand on regarde le passé, on écrase aussi tous les débats qui ont eu lieu, toutes les tensions qui ont eu lieu, tous les apports qui ont eu lieu, et qui ont fini par être digérés par le pays, parce que, en fait, quand plusieurs populations d'origine différentes cohabitent, souvent, il y a eu évidemment des syncrétismes qui se créent. La question, c'est encore une fois, est-ce que le socle de valeurs, est-ce que la projection vers un avenir commun sont des phénomènes suffisamment puissants pour que tout cela continue à tenir ensemble sereinement? Répondant juste sur le fond, moi pour le coup je vais aller dans ce que dit Nicolas Sarkozy. Il parle des étrangers. C'est intéressant, il donne son cas en exemple, puis on pourrait parler évidemment d'Éric Zemmour, etc., de ces familles qui à l'origine ne sont pas des familles bien gauloises, mais qui disent « moi je me suis intégré comme ça ». Alors, prenons le cas des Antillais. Ils ne sont pas étrangers. Si vous voulez forcer les Antillais à leur dire à tout crin, ton ancêtre, c'est Napoléon. C'est celui qui a massacré tes arrière-arrière-grands-parents. Et vous prenez un arbre chronologique. Et on n'est pas sur 5 siècles. Là, on est sur l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Ça marchera jamais. Vous pouvez taper du poing sur le tas. Nicolas Sarkozy disait il faut aussi qu'il y ait de l'autorité dans les lycées. Ah oui, il y a beaucoup plus d'autorité après Nicolas Sarkozy qu'avant Nicolas Sarkozy. C'est plus difficile la vie. Ça veut dire que vous avez des Français qui sont d'une origine, qui vous expliquent que ça, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus enseigner Napoléon, mais ça veut dire qu'il faut faire un récit de l'histoire de France qui soit, pour le moins, un récit un peu ouvert à la diversité de nos héritages. Émilie Frèche. Si l'assimilation, c'est renoncer à ce qu'on est, c'est avoir une méconnaissance absolue de ce qu'est l'être humain. Et même sur les générations futures, c'est ce qui crée le ressentiment, la colère. Est-ce que c'est pas même contre-productif? Est-ce que ça ne crée pas l'effet inverse, c'est-à-dire le repli sur la communauté? Ça n'existe pas. Tous les psychanalystes vous le diront, à l'échelle individuelle, il faut connaître son histoire et pouvoir la digérer pour aller de l'avant. Donc sur le plan national, c'est la même chose.
Si on n'a pas digéré son histoire politique, ça ne peut pas marcher d'un point de vue individuel. On ne peut pas imposer aux gens de renoncer à ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'il y a de pire d'ailleurs. Non, et si l'assimilation c'est ça, c'est épouvantable parce qu'effectivement ça ne peut pas être un renoncement de son identité. En revanche, qu'on enseigne l'histoire d'un pays, ça me semble quand même normal. Le vrai problème, c'est quand non, c'est un autre débat. Le vrai sujet, c'est quand on n'arrive pas à se projeter dans un avenir commun. Et c'est ça aujourd'hui le sujet. Et moi, je me reconnais davantage, je pense qu'on est d'accord, autour de la vision plutôt de Renan qui dit que la nation, c'est construire une vision, partager un destin commun, c'est d'avoir envie de partager un destin ensemble. C'est ça la République. Et ça, on l'a perdu aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète profondément, c'est que ça, on ne l'a plus. Et on l'a perdu depuis Charlie, en fait. Parce que quand on va dans les lycées, on se rend compte à quel point il y a une déliquescence des valeurs. Ça ne fait plus corps. Plus personne n'adhère à tout ça. C'est pas Charlie. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ancien, qu'on a laissé faire, qu'on n'en a jamais parlé. Voilà, on a pris conscience. On en a pris conscience. Certainement. Alors, moi, je pense que c'est une vision quand même un peu négative et un peu pessimiste du réel. Je suis enseignant. Et nous faisons par ailleurs beaucoup d'interventions en milieu scolaire dans les collèges et les lycées de quartiers populaires. Je ne trouve pas qu'il y ait un abandon de toutes les valeurs. Et je trouve, qu'il y a plutôt un attachement aux valeurs, parfois du questionnement sur les valeurs. Mais ce questionnement sur les valeurs, il est aussi celui de la jeunesse. Qu'on se questionne sur des valeurs, sur leur effectivité, parfois sur leur hypocrisie, etc. Ça fait aussi partie de quelque chose. Après, qu'il y ait, du travail de sape qui soit fait dans certains territoires, par exemple par des intégristes religieux qui vont être dans la construction d'une logique de confrontation. Je précise, parce que je voudrais... Juste sur les théories complotistes, par exemple, il y a plus de 30% des jeunes qui croient à ces théories. Donc c'est vraiment ce qui sape la démocratie. Et ça vient dire quoi? Ça vient dire que la démocratie, par exemple, un rapport de la Fondation Jaurès est sorti sur le fait que la démocratie n'est plus, pour 30% des jeunes, le système qu'ils considèrent comme le meilleur. C'est quand même assez problématique. Je vais prendre juste sur la question du complotisme. Écoutez, le nombre de gamins qui, à 14 ans, pensent que les Illuminati... Non, vous ne pouvez pas banaliser ça. Non, on ne peut pas banaliser ça. On ne peut pas banaliser ça. Non, mais je banalise pas, j'interviens beaucoup en milieu scolaire, je sais ce que ça veut dire que le complotisme et où ça peut mener. Ceci étant, encore une fois, quand on est face à des gamins, il ne faut pas les fixer dans quelque chose. Parce que les mêmes qui vous disent ça à 14 ans, à 17 ans... Il n'en est pas question. Les mêmes qui disent ça à 14 ans peuvent en rigoler à 17 ans. Donc, à un moment donné, quand il y a des phénomènes, on les travaille. Et le complotisme n'est pas quelque chose de complètement nouveau en France. Moi, je viens de Valenciennes. La rumeur d'Orléans qui expliquait que les Juifs, dans les magasins, enlevaient des filles blanches pour les entraîner via des sous-marins qui remontaient la Loire, au Proche-Orient. C'était pas vrai, ça? Non, c'était pas vrai. Ça a circulé en France pendant 30 ans. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en... Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Camille Bedin et François Durper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre. Il y a des échos nouveaux avec les réseaux sociaux dans la circulation de ces... Exactement. Et je voudrais préciser sur une touche plutôt d'optimisme et préciser ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une attente très très forte de République. Je pense qu'elle a déçu, qu'elle n'est plus là, au sens où on l'imagine et l'idéalise, on la voudrait. Elle n'est plus là et ça crée énormément de désespoir, de frustration, de colère, de violence, de discrimination. Peut-être qu'il suffirait de la faire revenir. Il y a une attente à laquelle on ne répond pas. Et aujourd'hui, personne sur la scène politique ne répond. Et ça m'inquiète profondément. François Durper, il nous reste 40 secondes. La plupart des jeunes ont bien compris sur quelles valeurs se fondait notre pays. Souvent, certains disent, est-ce que vous êtes conforme aux valeurs que vous défendez? Et puis, on n'est pas que la France, on est dans un monde globalisé. C'est-à-dire que ces jeunes, ils sont amenés à circuler, souvent ils circulent. Et souvent, quand vous les entendez discuter en France de leur pays, et quand vous les retrouvez dans un autre pays, par exemple le pays d'origine de leurs parents, alors là, c'est le français. Il devient le français. D'ailleurs, même pour les identitaires, il faudrait les faire voyager. Ils découvriraient que la France n'est pas morte, qu'on parle français dans plein de pays du monde. Et ça permettrait de décontracter peut-être tout le monde. Et on va s'arrêter là, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Yann Brossat, adjoint à la mairie de Paris, chef de file du PCF aux élections européennes. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.